est ravi de vous accueillir pour ce nouveau podcast Bloom Time où on a l'habitude de réfléchir à la fois aux mutations de la société, à la nature de la vie des gens, à leurs relations, puis surtout à ce qui peut être des sources positives, des sources d'espoir. Donc on a été ravis de vous rencontrer. Alors vous êtes la fondatrice de Poppy, vous en donnerez peut-être un mot, et puis vous avez une vision, une action qui nous ont touchés pour essayer d'améliorer à la fois la société, de créer un peu de lien et d'espoir aussi dans la vie des gens. Voilà. Donc merci infiniment de bien vouloir répondre à quelques-unes de nos questions. Peut-être d'abord, est-ce que vous voulez nous raconter votre histoire? Vous êtes fondatrice de Poppy, alors quelle est votre activité? Puis ensuite on viendra aux choses humaines qui vous touchent et auxquelles vous êtes sensible. Merci déjà François de me recevoir dans ce podcast. Donc effectivement, je m'appelle Audrey, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Poppy, qui commercialise des papiers d'hygiène, donc papier toilette, mouchoirs, essuie-tout, qui sont tous recyclés avec donc une dimension écologique et labellisés Origine France Garantie ou fabriqués très proche de notre pays. Et j'ai un profil pas du tout business puisque mes parents sont profs de philo, donc j'ai dû rencontrer mon premier chef d'entreprise à 20 ans, je pense, en école de commerce. Je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une entreprise avant et j'ai eu plaisir à ce monde-là. Voilà, je m'y suis bien faite. Je pense que ce monde s'est fait à moi aussi. Et c'est comme ça que j'ai rejoint une première société dans laquelle j'ai été associée, j'ai revendu mes parts et puis j'ai créé Poppy, financée par moi-même, donc au début il y a 5 ans maintenant. Voilà. Qui est donc une aventure humaine et vous êtes sensible aux aventures humaines et collectives. D'où vous vient cette sensibilité, le fait que vous ne soyez tout au moins pas indifférente à notre monde tel qu'il va? On a discuté un peu pour préparer cet échange et oui, vous êtes très frappé à la fois par le fait qu'il y a beaucoup d'interrogations dans cette société, beaucoup d'interrogations sur l'avenir, parfois des inquiétudes, parfois des angoisses. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans votre chemin de vie, si on peut dire, pour vous donner cette sensibilité que tout le monde n'a pas? Alors déjà sur la sensibilité humaine, pourquoi est-ce que j'ai créé une entreprise, je pense qu'il y a deux choses qui m'ont motivée. C'est à la fois créer effectivement quelque chose avec d'autres gens, bien que j'aime par ailleurs être seule, puisque je suis seule associée opérationnelle dans mon entreprise. Donc j'aime non pas décider en commun au quotidien, mais j'aime avoir des gens avec moi au quotidien. Mais c'est très différent, c'est-à-dire que l'humain, je ne le vois pas forcément comme tout le monde doit faire exactement la même chose, être à égalité parfaite. C'est plutôt une équité que je recherche dans l'entreprise. Et puis, il y a une deuxième motivation aussi que j'ai eue en créant Poppy et qui est très liée à l'humain. C'est aussi, d'une certaine manière, l'argent, enfin la création de valeur. C'est-à-dire que je pense qu'on a chacun un talent et celui de créer de la valeur et de la partager, cette valeur derrière, peut être un point très positif. Et donc, voilà, c'est très lié aussi à une vision protestante de la vie que j'ai, qui est de dire qu'on peut créer de l'argent, on peut faire de l'argent et être là pour ça, dans le monde en l'occurrence. Plutôt que de chercher à tout prix, on va dire, une espèce de repentance, surtout cachée qu'on en fait. Voilà. Donc c'est un peu ces deux visions que j'essaie de mettre en place dans ma vie professionnelle. Voilà. Alors est-ce que peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots sur cette vision protestante que vous évoquez? Parce qu'en effet, si on comprend bien entre les lignes, ça permet de relier des gens, mais ça permet aussi, d'une certaine manière, d'autoriser. Vous parlez d'argent, ça permet d'autoriser l'économie, ça laisse une place aux entreprises. Donc, en quoi, selon vous, cette vision protestante à laquelle vous êtes attaché peut être une réponse à la fois aux difficultés des gens dans la société et puis peut-être aussi à des exigences de croissance économique, de développement économique, plus que d'autres solutions? Il y a toute une série de réponses qui peuvent être envisagées, religieuses, non religieuses. En quoi ce protestantisme vous semble opportun dans le monde actuel? Alors, déjà sur ma vision du monde d'un point de vue religieux, puisque vous avez utilisé le terme à l'instant, moi j'ai une double casquette, puisque je suis, j'ai envie de dire, et catholique et protestante, donc c'est délicat de le dire ainsi, mais je suis très impliquée dans les deux communautés, et c'est plutôt, je pense, ma vision chrétienne des choses qui donne une dimension économique intéressante à l'ensemble, c'est de dire que le fait d'aimer son prochain comme soi-même n'est pas du tout contradictoire avec le fait de faire travailler les gens, d'admettre qu'on n'a pas tous le même salaire, d'admettre qu'on n'est pas tous là pour la même chose, qu'on n'a pas les mêmes talents. Et donc ça implique d'être beaucoup plus à l'aise aussi dans ses baskets quand on prend des décisions, je trouve. Par exemple, il y a un espèce de fantasme de l'entrepreneuriat où, d'une certaine manière, en sortant d'école de commerce, en tout cas moi à mon époque,
c'était presque, c'était à la mode d'être entrepreneur, où il fallait être entrepreneur et c'est quelque chose qui est stylé, c'est presque un aboutissement. Alors qu'en soi, il y a plein de gens qui sont beaucoup plus heureux et bien meilleurs en tant que salarié qu'en tant qu'entrepreneur. Il y a plein de gens qui n'ont pas du tout vocation à être manager et qui détesteraient le fait de gérer 20 personnes. Donc c'est l'idée de cette vision, je dirais, plus chrétienne de l'entreprise, c'est de dire que si chacun est à sa place, le monde tourne mieux. Voilà. Alors après, ça peut être une vision chrétienne, mais c'est vrai avec une religion, c'est vrai avec une philosophie de vie à laquelle on se tiendrait, mais c'est admettre que chacun a des talents différents et que chacun a une place qui est absolument pas la même que celle de son voisin. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, on a tellement envie tous d'être au même niveau, de faire les mêmes choses, d'être à égalité parfaite, qu'on en oublie que, comme c'est pas possible, on peut pas être heureux dans ces conditions-là, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait alors, parce que dans le cadre des entretiens que nous réalisons, entretien Bloom Time, on réalise que beaucoup de gens éprouvent des inquiétudes fortes sur l'avenir, parfois des angoisses presque existentielles. Donc comment porter les messages auxquels vous êtes attachés là, au fond les valeurs, on pourrait dire que vous êtes attachés, comment peut-on sensibiliser les gens? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire des réunions? Est-ce que l'entreprise est un lieu adapté de promotion de ces valeurs? Est-ce qu'il faut le faire dans la société civile? Jusqu'où? Par quel canal? Est-ce qu'il faut faire des assemblées? Est-ce qu'il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux? Enfin, comment établir un lien entre des gens qui ne vont pas bien et puis ces valeurs, pour celles et ceux qui pourraient être intéressés, qui pourraient être pertinentes? Comment faire ce lien-là selon vous? Quelles sont les bonnes méthodes ou pas d'ailleurs? Peut-être, je sais pas, il n'y a peut-être pas de méthode idéale non plus. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des méthodes, effectivement, mais s'il y en a, je suis preneuse. En tout cas, je pense que l'entreprise a quand même un rôle à jouer, effectivement, à mon sens, beaucoup plus que l'État d'ailleurs, sur le bien-être des individus. Alors, quand je dis bien-être, ça ne veut pas du tout dire que je suis un patron bisounours, que je n'ai pas une grande fermeté, une exigence sur les objectifs des individus. C'est au contraire même, mais cette exigence qu'on a en tant que chef d'entreprise sur la réalisation des objectifs en fonction des talents de quelqu'un implique aussi une grande autonomie de la part des individus. C'est-à-dire qu'on s'engage dans une entreprise en connaissant les règles, et si on respecte les règles, on a d'autant plus la possibilité de s'épanouir, d'être complètement autonome sur des missions. Moi, j'ai une de mes salariées, par exemple, qui est devenue d'ailleurs aussi mon associée via des BSPCE, qui habite en Italie. Donc elle est en full télétravail, elle a un rythme qui n'est pas du tout le même, mais ça fonctionne parce que, un, il y a de la confiance, et deux, les objectifs sont clairs. Et ça, je trouve que ça peut être une bonne méthode. Ça ne marche pas forcément avec tout le monde, parce qu'effectivement, déjà tout le monde n'a pas la chance d'aller en télétravail au soleil, tout le monde n'a pas les outils aussi pour rester en télétravail. Un ouvrier dans une usine n'a pas du tout l'occasion pour le coup d'être en télétravail, mais on peut très bien appliquer ce principe de, on va dire, l'autonomie bien cadrée à un ouvrier dans une usine par exemple. Et je pense que c'est peut-être une première façon de faire, l'autonomie bien cadrée. Et puis je crois beaucoup aussi en la notion de transparence. Alors pas la transparence un peu bébête comme on peut voir dans certaines valeurs très corporate, mais plutôt de se dire que si on dit les choses très ouvertement, notamment à ses salariés ou à ses actionnaires ou peut-être aux citoyens d'ailleurs dans le cadre de la politique, je trouve qu'il y a des choses qui passent beaucoup mieux. Par exemple sur le salaire, c'est-à-dire que si on fait un mystère de son salaire, je pense que sans doute qu'il y a des fantasmes qui se créent où les gens s'imaginent que, etc. Alors que si on est payé beaucoup plus que quelqu'un de son équipe, mais que la personne le sait, moi je pense que ça passe mieux que de fantasmer quelque chose. Voilà. Donc la transparence, j'y crois pas mal aussi. Et puis après, une dernière chose, mais qui est partagée, j'espère, par beaucoup, c'est la bienveillance. Alors on peut dire l'amour aussi, dans un style très différent, mais j'y crois beaucoup. C'est le fait de considérer l'autre, alors pas comme soi-même en se disant l'autre c'est exactement moi, donc je vais le respecter pareil, etc. Mais se dire que dans un autre contexte, ça pourrait être moi, et donc essayer de se mettre à sa place. Encore une fois, ça implique en tant que patron, pas du tout qu'on est bisounours ou qu'on est un peu léger dans sa façon de manager, mais c'est réfléchir à deux fois avant de prendre une décision en se disant qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais été à la place de la personne en face. Voilà. Évidemment que ça ne marche pas toujours parce qu'il faut être très fort pour comprendre les gens qu'on a en face de soi. Moi, je me suis trompée tellement de fois que je ne suis pas sûre d'être très forte dedans. Mais je sais, en tout cas, voilà, c'est au moins le fait d'essayer, je pense, nous rachète déjà un petit peu. Voilà. Donc les règles, la transparence, la bienveillance, une part d'humilité aussi. Peut-être pour conclure, est-ce que vous sentez,
vous estimez que ces valeurs-là peuvent permettre de sortir les gens de solitude, c'est-à-dire qu'on a, dans le cadre des travaux qu'on a menés, on a été très confronté à des sentiments puissants de solitude qui sont parfois des solitudes existentielles, c'est-à-dire des gens qui disent dans ma vie, quand j'ai des coups durs, je ne sais pas à qui faire confiance. On atteint des niveaux de défiance aujourd'hui très importants, 60% des Français ne font pas confiance à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que, à votre avis, ces valeurs-là, alors c'est peut-être plus intime et plus personnel, et on sort un peu du champ professionnel, mais est-ce qu'elles permettent d'apporter aussi des réponses pour, au fond, remettre du lien entre des gens qui, bien souvent, ne savent plus trop comment se parler, ne savent plus trop comment s'adresser à l'autre, ne savent plus tout simplement à qui se confier quand ils ont un coup dur ou quelque chose qui va mal. Est-ce que ça aide dans la vie tout court, voilà. Alors, c'est une très bonne question et je pense que la défiance... Enfin, une bonne question, merci. Non, mais parce que la question de la défiance, elle est très souvent tournée vers la masse, c'est-à-dire la masse au sens un très grand nombre de gens, le peuple avec un grand P, c'est souvent, on dit il y a de la défiance, comme si la défiance, elle venait que du bas. Mais je pense que la défiance, elle vient aussi beaucoup du haut, c'est-à-dire que en tant que chef d'entreprise, il y a plein de situations où on se sent très seul, où on est face à des situations vraiment difficiles, notamment récemment avec toutes les faillites d'entreprise. Il y a beaucoup de patrons qui se retrouvent à licencier des gens dans des conditions affreuses, qui n'ont pas envie de le faire, qui ne savent pas comment faire, et qui sont trahis aussi parfois par leurs propres salariés, ou en tout cas qui ont ce sentiment. Et donc je pense que la défiance, elle vient vraiment de partout. C'est-à-dire que ce n'est pas une défiance que de gens qui seraient pauvres et seuls, ça peut être une défiance de gens qui sont riches et seuls, quoi. Ce que je veux dire, c'est que la solitude, je pense qu'elle est vraiment partout, y compris dans les couples, pour rien que la moitié des gens divorcent. Il y a vraiment un isolement des individus, effectivement, qui est sans doute très lié d'ailleurs peut-être au manque de transparence, parce que cette défiance, elle s'installe peut-être parce qu'on ne connaît pas trop l'autre, parce qu'on ne sait pas exactement ce qu'il fait, parce qu'on n'a pas de visibilité sur son emploi du temps ou sur sa façon de dépenser. Enfin, ça peut être plein de choses comme ça. Donc la transparence résout sans doute certaines choses. Et puis aussi, il y a quand même une réalité, c'est qu'on est dans une période qui est quand même catastrophique, hein. Ça, on ne pourra rien y faire à mon sens. C'est-à-dire que le fait d'accepter une situation catastrophique, c'est déjà un pas, alors pas forcément vers le bonheur, mais quand même se dire, c'est sûr qu'écologiquement, on va dans le mur. Pourtant, avec Popine, on est vraiment convaincus qu'on peut y aller un peu moins vite, en évitant de couper des arbres, par exemple, en faisant une production locale. Mais on est quand même convaincus, notamment dans l'équipe, que malheureusement, c'est dans un mur qu'on va. Voilà, on y va juste un petit peu moins vite, on y va en souriant, et tant mieux. Mais il y a quand même des réalités, à mon avis, qu'il ne faut pas chercher à cacher. Et je pense que beaucoup de gens aussi se sentent mal parce qu'ils n'ont pas vraiment envie d'y croire, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, non mais en fait, c'est pas possible, l'effondrement, c'est pas possible, que tout ça s'arrête. Et moi, je suis convaincue que malheureusement, c'est possible. Et je pense que le fait d'accepter ça permet aussi d'y aller un peu plus librement, peut-être. Donc voilà, c'est... mais je crois quand même qu'on va dans des heures assez sombres, effectivement, et qu'il faut en avoir conscience pour l'accepter et trouver peut-être des solutions adaptées à chaque individu, à chaque petite communauté, parce qu'effectivement, vouloir, à mon avis, régler les choses à très grande échelle, c'est le meilleur moyen pour ne pas y arriver, parce qu'on a tellement des besoins différents chacun, que ce soit en France ou en Europe, j'en parle même pas, mais... donc c'est peut-être des solutions qui peuvent venir aussi de plus petites entités, comme les PME par exemple. Moi je crois beaucoup au pouvoir des PME en France qui ont certainement un rôle à jouer sur les territoires par exemple. Mais à très grande échelle, malheureusement, je crois qu'il faut accepter qu'on va être assez seul et voilà, donc se serrer les coudes au moins avec les gens qui sont proches de nous. Voilà. Est-ce que vous croyez que dans notre société d'aujourd'hui, il manque un peu d'empathie ou de compréhension justement? Vous avez dit tout à l'heure, j'ai salariés qui ont télétravail, ils travaillent très bien, du coup vous donnez beaucoup de confiance pour lui donner les meilleurs outils pour qu'il soit libre et comme ça travailler beaucoup mieux que dans d'autres conditions. Est-ce que vous croyez que la plupart des gens pensent comme ça? Donc je vais essayer de connaître l'autre personne, comprendre l'autre personne et arriver finalement à se sentir compris et comme ça moins seul. Alors, je pense que l'empathie, c'est quelque chose qui a été effectivement oublié, en tout cas qui n'est pas partagé par tout le monde, mais surtout parce que
on a voulu, notamment l'État s'en est mêlé, la société s'en est mêlée au sens très large, tout le monde a dû devenir bon, quoi. C'est-à-dire qu'on a érigé un peu comme une espèce de valeur absolue le fait d'être gentil, le fait d'être bienveillant. Bienveillant, on a vu écrit partout, dans toutes les entreprises, même les pires à mon sens. Mais ça a été quelque chose qui a été tellement dit, tellement répété qu'en fait les gens savent même plus ce que ça veut dire. On n'a même plus conscience de ce que ça veut dire l'empathie. Pourtant l'empathie, c'est bien se mettre à la place de l'autre, justement. Et ça, je crois que c'est ça la grosse erreur peut-être de notre génération et de celle d'avant, c'est d'avoir oublié que l'empathie, c'était pas juste effectivement un mot sur des valeurs d'entreprise ou une simple croyance, c'est vraiment des actions, quoi. C'est par les actes qu'on y arrive, quoi, et puis aussi qu'on manifeste ce qu'on pense. Donc il y a une autre phrase que j'aime bien et qui est un peu dans ce sens-là, mais c'est tu rendras à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Encore une fois, on peut le prendre religieusement ou pas religieusement, mais ça permet aussi de clarifier les choses, c'est-à-dire qu'on peut être très très ferme, notamment dans l'entreprise, dans la gestion de ses salariés, dans la gestion des entrées et des sorties, et par ailleurs avoir quand même de l'empathie. C'est-à-dire que je crois profondément qu'il y a des patrons qui ont déjà viré un salarié avec beaucoup d'empathie dans le cœur et parfois pour sauver les autres, par exemple. Mais en tout cas, dans ce cas-là, l'empathie, il ne faut pas la réfléchir qu'à échelle individuelle, c'est aussi à échelle collective. Parfois, pour sauver un troupeau de moutons, il faut en sacrifier un, quoi. Et donc, je crois que c'est ça qui a plus été oublié. Voilà, c'est le fait que l'empathie, ça se manifeste dans les actions et parfois à échelle un peu plus globale que juste une personne individuelle, quoi. Merci beaucoup, je crois que c'était très intéressant, un éloge à la fois de l'écoute, mais aussi de la parole, de l'action et puis de la proximité aussi. Vous voyez, tout à l'heure, ouais, on peut faire de la proximité. Écoutez, merci beaucoup Audrey Destan pour ces éclairages, en espérant qu'ils puissent être utiles à celles et ceux qui nous écoutent. Merci, c'était un podcast Bloom Time réalisé par Lucie Associas et François Miquet-Marty. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Audrey Destan. Merci.